Donc ce soir, je vais vous parler d'un virus dont vous avez peut-être commencé à entendre parler, qui est le virus Toscana, qu'on connaît bien chez nous, mais qui finalement n'a pas tellement débordé les frontières de la France et de la Méditerranée. Donc on va voir un peu l'impact qu'il a et pourquoi est-ce qu'on en parle ce soir. Donc d'abord, c'est un virus qui a été découvert, pas si récemment que ça, hein, il y a une quarantaine d'années. C'est un virus qui a été découvert en Italie, c'est pas très fréquent qu'il y ait des virus découverts en Italie, donc c'est important d'en parler. C'est pour ça qu'il s'appelle Toscana d'ailleurs. Et en fait, il est découvert absolument pas à partir de malades, d'animaux, de quoi que ce soit, il est découvert à partir de façon un peu systématique. À une époque, on faisait des collectes d'insectes, et là en fait, ils faisaient des collectes de phlébotomes. Donc ils ont collecté des phlébotomes, des milliers de phlébotomes. Et donc ces phlébotomes étaient de deux espèces différentes, et ils ont isolé un grand nombre d'isolats. Il y a une trentaine d'isolats de virus, donc clairement c'est pas un accident là-dedans. Et ce virus, en fait, il est antigéniquement distinct de tous les phlébovirus qui étaient déjà connus, on va voir tout à l'heure, qu'il y en avait déjà un certain nombre qui étaient connus, et donc c'est un nouveau virus. Alors, donc il est créé en 71, en fait le lien avec le fait qu'il donnait une maladie, vous voyez, a été fait très tardivement. C'est un peu comme l'histoire du parvovirus B19, c'est un virus qui a été découvert, et puis, je ne sais pas combien de temps, 15-20 ans après, un peu par hasard. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que le lien avec un cas humain, il n'a pas du tout été fait en Italie, ça a été fait à partir de quelqu'un qui revenait d'Italie, mais il a été fait aux États-Unis. Le patient est revenu, le sérum a été envoyé au CDC. Au CDC, ils ont dit, bah, il revient d'Italie, on prend tout le virus qui a été isolé en Italie, on le teste, et bing, ils ont eu un cas, le premier cas, rapporté en 87. Donc il a fallu quand même 16 ans pour montrer que ce virus, il était capable d'infecter l'homme et de donner, en gros, une méningite. Donc c'est un premier cas, ça ne donnait pas une grande information. Et vous voyez que 20 ans après la découverte, la première grande étude est faite en Italie, dans laquelle il détecte 155 cas humains de méningite qui sont dus à ce virus. Ce qui est assez important, c'est de savoir que les autres phlébovirus, ils ne donnent pas de méningite. C'était des virus qui étaient considérés comme étant assez bénins, qui posaient surtout un problème militaire. Quand les troupes de pays non endémiques venaient en zone endémique et étaient piquées par le phlébotum, ils faisaient ce qu'on appelle les fièvres de 3 jours. Et donc pendant 3 jours, il y avait tout le bataillon qui était cloué au lit avec 42 fièvres, et puis au bout de 3 jours, ils se relevaient tous. Enfin, pour les militaires, c'est une grosse angoisse quand même d'avoir tout son bataillon qui est au fond du lit avec 42 fièvres, c'est un peu emmerdant. Si les mecs en face se mettent à attaquer, ça ne se passe pas bien. Donc en fait, il y a beaucoup de données qui sont des données militaires sur ces autres virus, et ce virus-là, il apparaît unique. Et donc il y a eu des milliers de cas de fièvre à phlébotomes qui ont été décrits, il n'y a jamais eu de cas de méningite. Donc clairement, dire que c'était des virus qui ne donnaient pas de méningite. Celui-là, pour la première fois, il donne effectivement des méningites. Donc petit à petit se montent des tests de détection, etc. Vous allez voir, ça reste assez limité. Et ce que ces tests, en 2017, montrent, c'est que ce virus, c'est la première cause de méningite estivale en Italie, largement devant les entérovirus. Vous, si vous restez en mémoire, ce que vous avez, c'est que les méningites aseptiques, c'est les entérovirus, et puis après, derrière, on a herpès varicelle, et puis en fait, on va voir qu'en troisième position, on a le virus Toscana. À l'époque, il n'était pas connu, mais en Italie centrale, dans la région de Toscane, c'est le contraire, c'est la première cause de méningite. Donc, à partir de... Donc vous voyez, finalement, on le découvre en 71, on fait la première lien étiologique dans les années 85, et finalement, il a fallu encore 20 ans, pour une quinzaine d'années, pour que ça sorte d'Italie, et que finalement, les gens se disent en Espagne, en France, bah, on a un peu les mêmes climats, on a les mêmes environnements, on a sûrement des phlébotomes, est-ce qu'on a des cas? Donc les premières études ont été faites en Espagne, où effectivement, il y a des souches qui ont été isolées de patients, qui montrent encore que c'est bien un pathogène humain. En France, le premier cas a été rapporté ici, à Marseille, chez un patient qui avait été hospitalisé chez Philippe Bronchi, et d'ailleurs par une interne qui était espagnole, de Canaries. Et puis on se met à s'intéresser un peu à ce virus, et on se rend compte d'une chose qui apparaît assez nouvelle à ce moment-là, c'est que la séroprévalence est énorme. C'est-à-dire qu'on a 12% de la population, c'est un échantillon de donneurs de sang, pris de façon un peu aléatoire, comme ça. Il y a 12% de la population de gens qui sont totalement sains qui ont des anticorps, donc ils ont rencontré le virus. 12%, pour vous donner une idée, le West Nile dont on parle énormément, etc., comme un virus émergent, c'est 0,1% de la population. Donc on est vraiment dans des dimensions qui sont totalement différentes.
Donc à partir de ce moment-là, on se met à essayer de tester les patients qui ont des méningites systématiquement, à essayer de capturer des phlébotomes pour essayer de voir quelle est la densité de ce virus, s'il est très fréquent, s'il n'est pas fréquent, etc., quelle est sa diversité génétique, parce qu'on est toujours avec un outil dans lequel on a finalement des tests sérologiques assez basiques, qui sont l'immunofluorescence, des tests moléculaires qui sont basés sur quelques petits bouts de séquences qui sont disponibles à l'époque, pour lesquels on ne peut pas savoir si on les détecte tous, hein, c'est des virus ARN, donc ils sont très variables, ou si on en détecte très peu. Donc la conclusion, vous voyez, dans les années 2005-2010, c'est que finalement, Toscana, non seulement il est dans les 3 causes principales de méningite en France, en Italie, en Espagne, peut-être plus loin, on va voir, mais en plus, en France, c'est l'arbovirus le plus fréquent, largement devant le West Nile, la dengue, le chikungunya, l'encéphalopétatique, qui sont largement derrière. Ils sont peut-être plus sévères, mais en attendant, ils sont beaucoup moins fréquents. Donc, si on déborde un peu de ces zones d'études qui sont très proches de nous, on en trouve aussi en Turquie, on en trouve en Grèce, on en trouve sur l'île d'Elbe, on en trouve au Maroc, etc. Donc, sa distribution est extrêmement importante et c'est vraiment un virus du bassin méditerranéen, voire plus loin. Alors, cette carte, elle vous montre quoi? Elle vous montre qu'il y en a, tout ce qui est en blanc, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu de caractère. Donc tout ce qui est en orange, c'est là où on a isolé du virus. Tout ce qui est en bleu, c'est là où on a isolé des virus. La France, vous voyez, elle a l'orange et le bleu, parce qu'en fait, on a 2 génotypes différents, 2 lignages génétiques différents en France, pas très étonnant, c'est entre la France et l'Italie, c'est entre l'Italie et l'Espagne. Et puis très récemment, en 2012, il a isolé une nouvelle souche de Croatie, qui elle est différente génétiquement des 2 autres. La question, c'est est-ce qu'il y a d'autres lignages? Est-ce qu'on arrive est-ce qu'on détecte tous ces virus ou non, avec des tests génétiques qui, encore une fois, sont basés sur des données génomiques extrêmement pauvres. Donc, l'image qu'on a, vous voyez, il n'y a pas de données en Algérie, enfin, il y a quand même des chances qu'il y en ait. L'image qu'on a, c'est que c'est vraiment un virus du bassin méditerranéen, peut-être plus loin, mais en tout cas du bassin méditerranéen. Alors, pourquoi est-ce qu'on sait si peu de choses sur ce virus? Vous savez, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller faire une recherche bibliographique dans PubMed. Vous tapez Toscana virus, il vous sort 230 articles. Vous tapez leishmaniose, qui est aussi transmise par les phlébotomes, il sort 10 000 articles. Vous tapez chikungunya, 1000 articles. West Nile, 3500, dengue, 4000 articles. En gros, les données sont proportionnelles au nombre d'articles, et les articles sur Toscana, il n'y a pas 10 fois plus de données que dans les autres, donc finalement on a très peu de connaissances de ce virus, de son écologie, de sa pathogénicité, on sait très peu de choses. Alors, ce qu'on a fait à ce moment-là, et ce qui a été fait par d'autres également, c'est de se dire, on va essayer de le détecter, et au lieu d'essayer de l'attraper, de le récupérer à partir de patients dont on sait que on ne sait pas quelle est la proportion de cas qui donnent des méningites, et est-ce qu'il y a beaucoup de formes asymptomatiques. Quand on a un lien, même si c'est la première cause de méningite, c'est, dans le sud-est de la France, en tout cas pour nous, pour le laboratoire, c'est 5-10 cas dans l'été. Hein. Si vous regardez, il y a des entérovirus qui sont massifs. Après, les herpès varicelle et Toscana, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire ça donne à peu près une dizaine de cas par an. Hein. C'est pas des... Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui font des infections à Toscana font des méningites. Peut-être 90%, comme beaucoup de maladies herbovirales, où les patients font juste une petite fièvre, ou alors font rien du tout, et donc passent totalement inaperçus. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de... En fait, les études de terrain, c'est quoi? C'est finalement d'aller travailler avec des entomologistes qui vont capturer ces phlébotomes, et ensuite ces phlébotomes ils sont ramenés au laboratoire, et on va les tripoter dans tous les sens pour essayer de trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Alors la première chose qu'on fait, donc ça c'est quelque chose qu'on a optimisé au fil du temps, maintenant ça marche bien, c'est-à-dire qu'effectivement on collecte ces phlébotomes, on les écrabouille dans des tubes, ensuite on fait de la mise en culture systématique de tous les phlébotomes qu'on a. À partir de cette mise en culture, on va regarder les cultures, on va regarder est-ce que ça fait un effet cytopathique, c'est un virus qui fait un effet cytopathique, soit les cellules viraux. Est-ce que, quand il y en a un, oui, est-ce que c'est bien du Toscana ou d'un virus, donc on peut faire l'immunofluorescence de diagnostic, de la microscopie électronique, et puis après, on fait quoi? On fait également des tests moléculaires, c'est-à-dire qu'on va essayer de les détecter directement, sans passer par la culture, à partir des poules de phlébotomes qu'on a. Donc on fait l'extraction d'acide nucléique, de la PCR, ou traditionnelle, maintenant on est passé à la PCR en temps réel. Et puis derrière, on va faire la caractérisation génétique, qui était, jusqu'à il y a très peu de temps, du séquençage classique, c'est-à-dire Sanger. Depuis quelques
mois, on a accès au séquençage de nouvelle génération, et vous allez voir que ça considérablement, ça va révolutionner considérablement le paysage. Ça a commencé déjà à le révolutionner, parce que le manque de données génomiques, on va pouvoir enfin le gommer et avoir optimisé les tests diagnostiques, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors, toutes ces étapes, quand on regarde bien, quand on capture des milliers de phlébotomes, donc au fil du temps, on a pris 3000, 4000, 5000, etc., c'est long à processer. Et donc, tout ça, ça a été, au fil du temps, automatisé. Ah oui, c'est tout qui revient, donc c'est pas bien. Voilà, on a automatisé ces différentes étapes. La mise en culture se fait de façon automatique avec un robot. L'extraction d'acide nucléique se fait pas avec un Easy One comme ça, mais se fait avec des plateformes qui sont robotisées et qui permettent de processer un grand nombre de phlébotomes. Et vous voyez que l'on peut analyser à peu près soit 500 phlébotomes individuels, c'est-à-dire dans 500 tubes différents chaque jour, ou alors 15 000 phlébotomes s'ils sont poolés, si on les a mis ensemble, on les a mis 10 par 10, 20 par 20, et qu'on n'a pas essayé de les étudier de façon individuelle. Donc, je vous ai dit depuis le début qu'on a très peu de données génomiques. Là, c'est l'image, vous voyez, en 2008, les séquences. Alors là, ce n'est pas la totalité des phlébovirus, pour simplifier les choses. Les phlébovirus, il y en a 70 ou 80, c'est un vrai pastis phylogénétique. Là, je n'ai mis que les phlébovirus de l'ancien monde, c'est-à-dire l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, etc., de l'ancien monde, qui sont transmis par les phlébotomes. Donc en fait, si on regarde bien, on a quoi? On a trois groupes qui sont des complexes antigéniques, ce groupe-là, ce groupe-là et ce groupe-là. Donc on a trois groupes de virus. Et en 2008, voilà les virus qu'on connaît. On connaît déjà Toscana, on connaît un virus Naples, qui est un virus qui donnait la fièvre de 3 jours. On connaît le virus siciliane qui donne aussi une fièvre des 3 jours. D'ailleurs, ils sont indistinguables cliniquement, même s'ils appartiennent à deux sérocomplexes complètement différents. Et puis un virus qui lui a jamais été lié à des infections humaines et qui a été trouvé en Italie en même temps qu'ils ont isolé le virus Toscana. Donc ça, c'est l'image en 2008. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de données. L'image en 2013, elle s'est considérablement enrichie. Alors, pourquoi? En fait, toutes ces études de travail de terrain qui ont été faites, tout ce qui est en couleur, c'est ce qu'on a réalisé nous. Tout ce qui est en noir, c'est ce qui a été réalisé par d'autres équipes. Donc en fait, vous voyez qu'on a fait quand même une grande partie du travail. Donc on a trouvé des virus qui étaient des virus Toscana, on en a trouvé en France, en Corse. Alors la Corse, c'est la France, quand même, c'est un statut d'île, donc je ne savais pas si le biotope était le même. On en a trouvé en Tunisie. On a trouvé également d'autres virus en Tunisie, un virus là, qui va peut-être apparaître, je vais vous la voilà, vous voyez, qui arrive. Un autre virus qui est en Tunisie, des virus en Algérie, etc. Donc on a trouvé une ribambelle de virus, et ces virus, on ne se retrouve plus avec Toscana, Naples et Sicilienne tout seul, on se retrouve avec plein de virus différents. Et ces virus différents, pour certains d'entre eux, sont maintenant un peu caractérisés, pour certains d'entre eux ne le sont pas encore. Et vous allez voir, ça pose un problème. Que le fait de trouver beaucoup de virus, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner des questions spécifiques. Les questions spécifiques, c'est que, en fait, dans des régions, si on revient à cet arbre-là, vous voyez que, par exemple, en Tunisie, il y a plein de virus différents qui circulent. Celui-là, 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 etc. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs virus qui sont entraînés par des phlébotomes, et ça veut dire que dans la même aire géographique, vous avez différents virus qui circulent. La question qui se pose, c'est lequel de ces virus est pathogène pour l'homme, s'il y en a qui sont pathogènes. Est-ce que tous ces virus sont capables d'infecter l'homme? Et le problème auquel on était confronté, c'est que, vous voyez que ça s'appelle un sérocomplexe, ça veut dire que tous les virus à l'intérieur de ce complexe antigénique, eh ben, ils ont des réactions croisées antigéniques, et que donc on fait de la sérologie. Vous avez, si vous utilisez le virus Toscana, par exemple, l'antigène, vous allez détecter les anticorps qui sont synthétisés par les personnes, mais également par les animaux, contre le virus Naples, le virus punique, le virus bacillien, le virus Toscana, et tous ces virus. Donc on n'est plus capable de discriminer à l'intérieur de ça, et quand on dit il y a 12% de gens qui ont des anticorps contre Toscana, c'est parce qu'on a utilisé l'antigène de Toscana, mais on n'a aucune preuve formelle que c'est bien contre ce virus, et que ce virus, il ne cause pas de problème. Donc voilà la problématique à laquelle on est face à laquelle on est. Et en fait, on a deux groupes de virus. Vous voyez, ça c'est le sérocomplexe Naples, ça c'est le sérocomplexe sicilien. Et il peut y avoir jusqu'à 5 ou 6 virus à l'intérieur de ces sérocomplexes, ce qui rend les choses extrêmement confuses. Alors, pourquoi est-ce que c'est confus? C'est confus parce qu'à la fin, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça infecte l'homme ou ça infecte
faculté de médecine, dans l'hôpital. Et deuxièmement, pour faire des tests PCR, vous imaginez que si on dit ben, finalement chaque fois qu'il y a un malade qui va arriver à l'hôpital, on va le tester en PCR pour tous ces virus, à la fin, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que on va le faire pendant combien de temps? On va trouver un cas? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'exclure, d'incriminer des virus qui pourraient infecter l'homme, qu'ils soient pathogènes ou non? On va voir. Ça, on s'en moque un peu. Voilà, donc on va prendre l'exemple, le proof of concept qui est avec la Tunisie. Donc en Tunisie, dans la même aire géographique, on sait qu'il y a du virus Toscana et qu'il y a du virus punique, qui est donc un Toscana-like, proche. Et donc la question, c'est comme ils sont tous les deux présents dans les mêmes phlébotomes, dans la même région, et qui réagissent, ils sont indistinguables par des techniques classiques de sérologie type ELISA, immunofluorescence, etc. Comment est-ce qu'on va faire pour savoir, parmi les X% de la population qui a des anticorps, lesquels ont été infectés par Toscana et lesquels ont été infectés par punique? Et vous voyez bien qu'on peut faire la même chose, là, voilà, on peut faire la même chose avec toutes les différentes régions, il faudra le refaire d'ailleurs plusieurs fois. La seule méthode qui permet de distinguer à l'intérieur d'un sérocomplexe, c'est la technique de neutralisation. Alors la technique de neutralisation, elle va nous permettre de faire quoi? Voilà comment ça fonctionne, très brièvement. Les puits en rouge, c'est les puits dans lesquels, en fait, on met du virus et des cellules ensemble. Le virus, il pousse dans les cellules, il détruit les virus, et donc il entraîne un effet cytopathique. Quand il y a un effet cytopathique, ça veut dire que le virus, il n'a pas été neutralisé, il a réussi à infecter les cellules et à les détruire. Donc toutes les cellules, tous les puits en rouge, c'est les puits où les cellules sont détruites. Les puits en vert, c'est les puits, soit de contrôle là-dedans, dans lequel on n'a pas mis de virus, donc forcément il y a du sérum et des cellules, il n'y a rien qui est détruit, soit c'est des puits dans lesquels on a mis des cellules, du virus et du sérum, et comme dans ce sérum il y a des anticorps qui sont neutralisants, ces anticorps ils ont la capacité de fixer le virus, et donc le virus étant fixé par les anticorps, il ne peut plus rentrer dans les cellules, il ne peut plus détruire les cellules. Donc c'est un test de neutralisation. Et vous voyez qu'on est obligé, si on veut faire la différence entre Toscana et punique, par exemple, on est obligé de faire le même test en parallèle avec le virus 1, qui va être Toscana par exemple, et le virus 2, qui va être punique. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Il y a toujours de la des réactions croisées, même en neutralisation, mais puisqu'on va utiliser des dilutions, on va considérer que le sérum qui est le plus dilué, et qui est neutralisant à la dilution la plus élevée, par exemple celui-là, vous voyez, le S6, c'est le même sérum. Hein. Là, il arrive à bloquer l'infection par le virus quand il est dilué au 320e. Là, il arrive à bloquer l'infection par le virus quand il est au 40e. Donc, l'interprétation de ça, c'est que dans ce sérum-là, il y avait des anticorps qui étaient plus neutralisants du virus 1 que du virus 2. Même s'ils sont capables d'un peu de neutraliser le virus 2, ils sont moins capables. Et donc, soit on considère qu'il y a une double infection, soit on considère que, et c'est comme ça que c'est interprété, qu'en fait, ces patients-là ont été infectés par le virus 1. C'est l'inverse pour le sérum 2. Vous voyez, donc on est chaque fois obligé de comparer. Vous voyez que c'est un travail qui est assez lourd. Ça demande de faire la culture cellulaire, d'utiliser du virus, etc. Les résultats de ça sur les sérums qu'on a prélevés dans le nord de la Tunisie, là où justement on avait cette question, on a prélevé, je combien, 1250 sérums à peu près de patients, tout venant, dans la population générale. Le résultat de ça, c'est que si vous regardez bien, on va comparer les capacités de neutralisation vis-à-vis des deux virus pour les mêmes sérums, et ce qu'on voit, c'est que clairement, il y a beaucoup plus de sérums qui sont capables de neutraliser le virus Toscana en vert, tout ce qui est en vert là, que de sérums qui sont capables de neutraliser le virus punique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus qui infecte l'homme dans cette région de façon majoritaire, c'est le virus Toscana. Donc maintenant, on peut réutiliser des techniques type ELISA, parce que finalement, quand on va faire cette étude, alors je ne sais pas exactement les chiffres, sur ces 93% des sérums contenaient des anticorps spécifiques de Toscana, 7% spécifiques de punique. Il faut faire attention, c'est pas pour ça que ça veut dire que lui, il est plus grave que celui-là. Si ces 7% ils sont tous morts, c'est quand même un problème, c'est pas le cas. Donc, on se retrouve à avoir un virus qui est capable d'infecter l'homme, mais probablement à bas bruit, de façon assez modeste. On n'est pas en train de préjuger de ce qu'il donne comme maladie. Par contre, clairement, le virus Toscana, il est très prévalent dans cette région-là. Et donc, si on fait des tests ELISA, on peut avoir une idée claire de la prévalence de ce virus. Et vous voyez que les chiffres qu'on a en séroprévalence, c'est plus 11%, c'est 45%.
vous avez la moitié de la population qui a rencontré ce virus. Et comme c'est une population tout âge confondu, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle les GMT, c'est-à-dire les moyennes géométriques. Ces moyennes géométriques, c'est, là ce que vous voyez, c'est globalement, dans les différents villages dans lesquels on a fait cette étude, le truc global, c'est que ça gagne, que donc on a des GMT qui vont de la dilution 5, hein, 5 c'est considéré comme, qu'on considère comme négatif, à la dilution à peu près 15, donc de 5 à 15, le titre il augmente avec l'âge des patients, ça veut dire qu'on s'infecte avec ce virus tout au long de sa vie. Ce n'est pas une infection de l'enfance et après on n'est plus du tout infecté, ce n'est pas une infection que du vieillard, on s'infecte tout au long de sa vie. Et les calculs qu'on a fait dans cette population, c'est qu'en gros les gens, chaque année, ont 1% de chance de s'infecter. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a 20 ans, il va avoir des taux d'infection de 20%. Les gens qui ont 40 ans, ils vont avoir 40% de séroprévalence. Les gens qui ont 60 ans, ils vont avoir 60%. Donc, quand on prend une population globale, on tombe sur des chiffres de l'ordre de 40-45% de séroprévalence, qui est bien plus élevé que ce qu'on a en France. Ça démontre pour la première fois que le virus Toscana, il est bien présent en Tunisie. Non seulement on l'a trouvé dans les phlébotomes, mais qu'il infecte bien l'homme là-bas. Et donc, c'est clairement un problème méditerranéen. Voilà les chiffres qu'on a. Donc, vous avez en bleu, c'est les chiffres, les prévalences versus pour le virus Toscana, et en rouge, c'est pour le virus punique. Donc, vous voyez que punique il est quand même relativement modeste, et que clairement, le virus qui pose un problème là-bas, c'est Toscana, c'est le nord de la Tunisie. Voilà, vous avez ça agrandi. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose en France. On va faire ça dans 3 régions françaises avec une région contrôle. Pour faire ça, on a collecté à peu près 14 000 sérums. Le problème en France, c'est plus Toscana versus Punique, c'est Toscana versus Massilia. Voilà. En gros, on se retrouve confronté à la même problématique. Et donc, pour l'instant, ce qu'on a, c'est uniquement les données de test ELISA, donc ils ne sont pas capables de différencier ces deux virus. Et ce qu'on voit, si on regarde région par région, c'est que la région contrôle qu'on a prise, ça n'était pas trop bête, puisque finalement on a des taux qui sont de moins de 1%, et puis après on a des chiffres de 7%, 1,7%, 3%. Ça c'est uniquement au niveau régional, et si on dissèque ça au niveau du département, la chose importante à voir, c'est que bien évidemment il y en a moins dans cette région-là, donc c'était une bonne idée de prendre ça comme région contrôle. Ça permet de montrer que le test il est spécifique, etc. Et que si on regarde de façon assez basique, plus on se rapproche du bord de mer, plus on est proche de la mer, plus les pourcentages sont élevés et qu'il y a un gradient clair, qu'il y a un gradient est-ouest et qui apparaît à l'évidence sur ces images. Et puis ce gradient, si vous regardez bien, il est maintenu quand on passe un peu un niveau au-dessus, c'est-à-dire vraiment 100 à 150 km du bord de mer. Les résultats de cette étude, ils sont... Donc en fait, ce qu'on va faire la même chose que ce qu'on a fait pour le virus punique. On va faire de la neutralisation pour regarder si ces patients, c'est bien que du virus Toscana qui les a infectés. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir de ce travail, on va essayer d'avoir une idée de la population dans le pourtour méditerranéen qui a risque d'infection avec ce virus. Pour l'instant, les premières approximations qu'on a, c'est plus de 100 millions de personnes. Vous voyez, c'est quand même quelque chose. 100 millions de personnes qui ont été infectées par ce virus, 100 millions de personnes qui sont à risque. Avec des pourcentages de 10 à 40% de séroprévalence, on est dans des chiffres, dans des taux d'infection qui sont extrêmement élevés. Les 2 dernières diapos, c'est là-dessus, c'est pour parler un peu de séquençage nouvelle génération. Donc, alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les différences génétiques sont immenses. Entre le virus Toscana et le virus sicilien, pour donner un exemple, c'est 70% de divergence en nucléotides. Donc, pour faire la séquence, c'est un enfer. C'est-à-dire que quand on faisait la PCR classique, il fallait en gros un an de travail pour arriver à séquencer un virus, donc avec un coût, un nombre d'amorces commandées qui approchait 400, 500, 600. On devenait fou. Et maintenant, en utilisant les techniques de séquençage de nouvelle génération, en fait, on a énormément de données qui sont produites en l'espace d'une semaine. Et donc, ça permet non seulement de séquencer tous les virus qui sont isolés, mais ça permet également d'aller chercher directement des nouveaux virus avant de faire de la culture à partir des phlébotomes, puisque c'est ce qu'on a fait à partir de phlébotomes d'Équateur. On est sorti un peu de notre zone, où on a trouvé un nouveau virus qu'on a appelé Paraizoas candido directement à partir des phlébotomes. Après, on a réussi à le cultiver, mais on avait déjà identifié le virus à l'intérieur de l'échantillon. Donc ça, c'est l'image que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc tout ce qui
partout où il y a des étoiles, c'est là où on a isolé les virus. Donc vous voyez qu'on a beaucoup d'isolement de viraux. Enfin, nous, on aime particulièrement isoler les virus. Les bactériologistes, ils font la culture omique aussi, c'est un peu une obsession locale. Tout ce qui est en séquence complète, qui est en bleu plein, là, c'est des séquençages qui ont été faits. Donc vous voyez, ces virus, ils ont été découverts au cours des quelques dernières années, et en l'espace de moins de 6 mois, on a une séquence complète pour 5 ou 6 virus. Ça va continuer, tous ceux qui sont en étoilé, et donc on va enfin pouvoir avoir des données de génomique qui vont permettre d'avoir des outils de détection directe de ces virus qui vont être fiables, parce que jusqu'à maintenant, ben, comme on n'avait pas de séquence, c'est un peu difficile de faire de la PCR avec des protocoles fiables. Voilà, j'ai fini.